Boker Tov à tout le monde. Yom Sheni, lundi, Chaf Tevet. Ok, aujourd'hui c'est deux Yortzeitim très importants. Il y a le Yortzeit du Rambam, le Yortzeit de Rabbi Yaakov Abuchatzera, je pense. Si j'aurais eu le livre de Rabbi Yaakov Abuchatzera, j'aurais dit quelque chose, mais je n'ai pas son livre à la maison. Dommage. Parce que je vais me l'offrir avec plaisir. Top. Kol Panim, on y va dans Parashat Vayechi. On va faire un shiur très important, je pense, d'un côté. De l'autre côté, je vais oser quelque chose. Après, je peux avoir tort. Hein. Je vais vraiment un peu exagérer à la fin dans mes spéculations. Et comme on n'est qu'entre nous, les 100 personnes qui nous voient le matin, donc je peux me permettre. On y va. Donc, en vérité, Parashat Shemot, c'est la paracha du Shiaboud. On appelle ça le Shiaboud, ça veut dire quoi? C'est le fait qu'on est rentré en Égypte, on a commencé à travailler dur, peut-être pareil, la Gada de Pessah, la Galout Mitzrayim, ça c'est ce qui se passe dans cette paracha. Le Shiaboud va commencer après la mort de Yosef, ou la mort des frères, ça dépend du Shitot, la mort de Lévi. Bon, en tout cas, on est à peu près sur 210 ans de Galout, sur 210 ans de Galout. On enlève jusqu'à la mort de maximum, le maximum des maximums, c'est la mort de Lévi. Donc, il nous reste à peu près une centaine d'années, 115, 116 années de Shiaboud, de travail et de souffrance. C'est un peu ce qu'il y a. Il y en a qui disent un peu moins, un peu plus. On ne va pas dans les chiffres, ce n'est pas mon truc, les chiffres. Donc, dans ce siècle-là, c'est un siècle difficile. Que ce siècle-là, on fait Agada de Pessah. On mange le maror. Et maintenant, on va voir ce siècle-là, de quoi il avait l'air, dans les psukim. Alors, je suis sûr qu'on a tellement appris sur ça que chacun a 40 000 midrashim dans la tête et 3 000 mefarshim. On va essayer de faire table rase, table propre, comme on essaie de faire d'habitude. On va essayer de voir le pshat. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte pendant ce siècle-là? Combien on a souffert? Qu'est-ce qui s'est passé? Et quel est le grand drame de l'Égypte? Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça commence, moi, je vais au début de la paracha. Va yomer el amo, ine am bene Israël, rav ve'atzum mimenu. C'est en chumash. Paro, il dit, bah, trop, c'est trop. Le peuple juif, il commence à prendre de l'ampleur. Bnei Israël, Paro, va yishretsu, va yirbu, va yatzmu, bim od meod. 6 enfants par femme, ça devient trop. Ça devient une menace. Et donc, le roi, il dit, comme ils sont trop, havanitrak malo, il faut trouver une solution. Ici, il y a une guerre demain entre l'Égypte et ses ennemis. Ce qui va se passer, c'est que les Juifs vont s'associer à nos ennemis. Et après, vers un des deux, il y a deux pirouchim, soit ils vont partir en Israël, ils vont nous quitter, ils ne vont pas rester ici, soit nous-mêmes, on va être jetés de l'Égypte, ce qui a été fait en fin de compte. Ils sont tous morts, quoi. Donc, Paro, il s'inquiète. Alors, écoutez bien, parce que chaque détail va être très important aujourd'hui. Et Paro, il s'inquiète essentiellement de la démographie insupportable du peuple juif. J'ai eu l'occasion d'en parler plusieurs fois sur d'autres sujets. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de preuve que Paro il est antisémite. Paro n'est pas antisémite. Paro il a peur d'une invasion démographique, ce qui est légitime. Ce n'est pas comme Haman. Haman, quand il vient parler à Achashverosh, il dit écoute, il y a un peuple, Mefouzar ou Meforad, Veddaté, Amelech et Damosim, ils ne font pas les règles du roi, ils sont insupportables, ils ne font pas ce qu'il y a écrit. Là, il y a vraiment de l'antisémitisme. Là, comment il s'appelle, Paro, il s'inquiète. Ce que chaque personne doit s'inquiéter, c'est quand la démographie, il s'inquiète du grand remplacement, en fait. Voilà ce qu'il s'inquiète. C'est pas normal, il y a trop de juifs, ils sont partout. Le Rachar Hirsch, il a une très belle définition, il explique, mamage, comment chaque poste clé, c'est un juif. Ça ressemble un peu à. Et c'est vraiment ça, en Égypte, c'est vraiment ça. On l'a dit hier dans les hymnes de Vologine. Ils ont pris tous les postes, ils sont installés dans tout l'Égypte, comme on a parlé hier soir avec Thierry Mamache, ils ont tout pris l'Égypte. Donc Paro s'inquiète. Maintenant, regardez ce qui va se passer. J'ai vraiment envie qu'on se concentre parce que ça va être extraordinaire. Et Paro, pour ça, il va chercher des solutions. Et quelles sont les solutions de Paro? Il y en a 3, Rabotai. Tout le monde connaît ces psukim-là, mais il faut vraiment faire de l'ordre. Vous avez le Chumash, c'est très, très important. On va faire de l'ordre, ça veut dire comment essayer d'exterminer ce problème qui s'appelle la démographie juive. On ne peut pas supporter qu'en Égypte, il y a tellement de monde qui sont des étrangers. Alors il dit comme ça. C'est hallucinant ce que je vais dire tout de suite, parce que c'est un constat qui est incroyable. On parle du roi le plus puissant du monde. Le roi le plus puissant du monde.
Un dictateur ou un chien ne sortait pas de l'Égypte. Donc avec une force incroyable. Et il a un problème. Il ne règle pas ce problème. Il ne va pas régler ce problème. S'il veut régler le problème, soit tu tues les Juifs, soit tu les extermines, soit tu les sors de l'Égypte. Dehors, bye. Immigration, démigration. Il n'y a pas de démigration, il n'y a pas de décision. Il y a des tentatives, comment dirais-je, des tentatives très molles pour essayer de trouver une solution à un problème énorme. Et ça ne marche pas. Comme ça, il dit le passouk. Mais si, moi, ça rémi cinéma nanoto besivlota. J'ai tellement à dire, il faut que ça rentre en une demi-heure. Donc, mais après chaque détail, on peut réfléchir. Le Rachar Hirsch ici, il explique. Ils ont fait des taxes financières. Mais Rachid, il n'est pas d'accord. Rachid pense, enfin, la majorité pense, ce n'est pas des taxes financières, c'est des taxes de travaux. Ils ont commencé à travailler. Chaque personne, il travaille une semaine à l'usine et il doit travailler un jour sur cette semaine ou 2 jours, il doit donner au roi. Donc, ils ont commencé des taxes, pas des taxes seulement financières, vraiment des taxes corporelles. Tu donnes un jour au dictateur. Ok, donc Rachar Hirsch dit que c'est financier. Chaque juif devait payer plein d'argent. C'est pas de l'argent, c'est des biens, quoi, du foin. Après, une partie de tes gains. Les man en auto chaque juif doit payer des taxes au roi. Ça, c'était la première solution bizarre de Yaakov, de Paro, excusez-moi, pour essayer de calmer la démographie juive qui exagère. Ben, ils viennent à Rémiskénot, les Paro. Ils ont fait des villes. Pitom et Ramsès, c'était quoi? C'était des villes pour recevoir les taxes, comme des grandes banques, des banques en ville. Le Rachar Hirsch, il s'en moque. Il dit, même Yosef, quand il a cumulé tout pour les années, pour préparer les années de famine, il n'a pas créé des villes comme ça. On voit que c'est juste pour les embêter. Quoi qu'il en soit, il dit, chaque juif paye des taxes, toutes les taxes arrivent à Pitom et Ramsès. Vous allez créer vous-même ces banques-là et ces villas qui s'appellent Aré Miskenot, et tout le monde ramène les taxes. Bon, ça aide. Très bien. Ça, c'est supposé arrêter la démographie juive. Est-ce que ça a marché? Pas du tout. Le passouk lui-même dit, écoute, nous les juifs, on était VIP en Égypte. Mais on était VIP. Maintenant, il se trouve qu'on n'est plus VIP, on n'a plus de... Ça, on va payer des taxes. Jusqu'à maintenant, on nous donnait de l'argent. Maintenant, on paye des taxes. Tu ne nous fais pas peur, Paro. Et c'est vraiment pas c'est pas un coup dur. Et le passouk qui dit, excuse-moi, ton plan, il a foiré, Paro. Pas seulement que ça marche, tout le monde, ils ont plus d'enfants, il y a un auto, Irbe, Veifrot, ça va très loin, donc ça ne marche pas. Et ça ne marche tellement pas que Paro, il ne sait pas quoi faire. Alors, il essaie de les faire travailler plus dur, travailler pas 3 jours par semaine, 4 jours par semaine. Mais tout ça, ça ne marche pas. La solution de taxe de travail ne marche pas. Il y a Vidou Mitzrayim et Israël Befar, regardez le passouk. Ils ont vraiment travaillé dur. Mais je veux que vous compreniez ce que je dis maintenant. Vous comprenez bien ce que je vais dire. Le fait que les Juifs travaillent dur, comme disait Einstein, c'est relatif. Parce qu'on parle d'un peuple que pendant un siècle ou plus, ils étaient tous peinards. Tous à Goshen servis par le roi lui-même. Écoutez bien ce que je veux dire. Le fait que maintenant, ils doivent plier les manches, il n'y a plus de serviteurs, il n'y a plus rien, ils doivent se mettre au travail, c'est difficile. Je ne dis pas que ce n'est pas difficile, c'est difficile. Mais le peuple juif, ce n'est pas un peuple qui a peur du travail. Alors, tout est temporaire chez nous. On n'est jamais habitué au luxe. Donc, ça veut dire que psychologiquement, Paro, il fait passer le peuple juif d'un statut de VIP à un fils de travailleur. C'est très, très bien, Nbaya. Mais ça ne marche pas. On n'a pas peur du travail, nous. C'est un travail dur. Oubliez tous les midrashim, tout ça. Vous allez voir ce que je veux dire, c'est incroyable. On travaille dur, mais ce n'est pas la fin du monde. La preuve, c'est quoi? C'est qu'ils ont plein d'enfants et ça ne marche pas. Et Paro va changer de stratégie. Le travail dur, le fait qu'un homme il se réveille à 7 h du matin et rentre de l'usine à minuit, c'est pas grave. On a vu pire. Ils ont le temps de rentrer à la maison, excusez-moi du terme, d'être avec leur femme, de faire des enfants, sortir au restaurant, aller au mikvé, faire des enfants encore. Je veux dire, c'est pas... Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vrai que par rapport au VIP, c'est difficile, mais c'est pas la fin du monde et ça marche pas. Donc, Paro change de stratégie. C'est quoi sa nouvelle stratégie? C'est incroyable, Rabotai. C'est incroyable. Donc, la première stratégie, elle est molle. Bon, je me demande sur Paro, comment tu penses à une stratégie tellement molle? Deuxième stratégie, il va dire aux Meyaldot, c'est-à-dire aux sages-femmes, chaque enfant juif qui naît, si c'est un garçon, vous le tuez, si c'est une fille, vous le faites vivre.
Qu'est-ce qu'ils font les sages-femmes? Elles n'écoutent pas. Elles sont supposées prendre l'enfant du ventre de la mère. Si c'est un garçon, le mettre à la poubelle. Si c'est une fille, le faire vivre. Ok, Bessaïda. Ça, c'est ta meilleure solution, Paro. D'abord, si tu veux pas de démographie, tu les filles, pas les garçons, c'est les filles qui font des enfants. Mais ça je laisse à part. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a un truc qui ne va pas. Les sages-femmes n'écoutent pas Paro. Mais c'est Paro. C'est un dictateur, c'est un tueur, c'est un massacreur, c'est un Hitler, c'est un Staline. Comment ils peuvent ne pas écouter Paro? Et Paro, il ne dit rien. Paro, il va les convoquer, il leur dit, mais les femmes, qu'est-ce qui se passe ici? Vous n'avez pas écouté les femmes. Qu'est-ce qu'elles répondent? Thomas, la Meyadot, elle Paro. Non, les femmes juives, c'est compliqué. Ils ont regardé les psukim, c'est ridicule. Et Paro, il dit rien. Je vois ici un Paro molle. Première solution des taxes, c'est une taxe, c'est une solution molle. Deuxième solution de tuer les garçons, c'est pas très logique, mais quoi qu'il en soit, comment c'est possible que les femmes ne font pas ce qu'il dit Paro? Et Paro, il fait comme ça, il dit rien. Il cherche une nouvelle solution. Mais qu'est-ce que c'est que ce Paro hyper molle que je ne connaissais pas? Il marche avec des pincettes. Mais quoi répond? Moi, tu coupes la tête de tous ces mégaldotes. Regardez l'argument qu'ils disent, non, les femmes juives, c'est ridicule. Et Paro, il se tait. Bon, bah, écoute, ça ne marche pas, on va essayer une autre chose. C'est quoi la troisième chose, encore plus ridicule? Et ça, avec Paro, le Rolam est mort. Alors maintenant, ça ne marche pas avec les mégaldotes, les sages-femmes, ok. Tous les garçons que vous trouvez, vous mettez dans la mer. Et les filles, vous laissez vivre. Nous, ça a marché ou ça n'a pas marché cette histoire? Ça n'a pas marché. Ramban, il dit, on va voir tout de suite le Ramban, le chiot va être sur le Ramban. Cette zéra, elle a duré, quand Aaron il est né, elle n'existait pas cette zéra. Quand Moshe il est né, elle s'est finie, elle a duré, il y a mi-moatim, quelques jours cette zéra. C'est quoi la preuve? C'est quoi la preuve? Magnifique. Combien de juifs, combien de garçons sont sortis d'Égypte? 600 000 hommes. Combien ils sont arrivés? 70 personnes. Donc forcément, on n'a pas jeté les garçons à la mer. Sinon, je sais pas, sinon il faut emporter de Chine des enfants. Donc forcément, cette zéra, elle n'a pas marché. Ramban, il a tenu quelques jours cette zéra. On va voir tout de suite le Ramban. Donc, Paro, qu'est-ce que tu fais, Paro? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'ai jamais vu un Paro aussi faible et jamais vu un Paro qu'on a tellement peur de lui. On fait une agada de Pessah, on mange du maror, on s'excite, le chiaboud. On voit un Paro qui marche sur des pincettes. Il essaye des solutions chirurgicales qui ne marchent pas. Il essaye 3 solutions. Les 3 ont échoué. Il est où le Paro que je connais qui va dire non à Dieu? Qui va prendre des coups, il va... Et là, les Béyaldot, les sages-femmes, ça va? Vous n'avez pas fait? Non, Paro, écoute, c'est pas possible. Les femmes juives sont très intelligentes. Oh mince, il faut qu'on change de solution. Je ne sais pas si Staline il serait comme Paro ou il n'y aurait jamais autant de morts. C'est pas possible, c'est pas possible. Il y a un truc qu'on ne nous dit pas sur Paro, quoi. C'est le Paro le plus raffiné, le plus gentil, le plus pincette qui marche ici. Ma Corépo, c'est quoi ces xérotes là? Rabotaï, tout ce que je dis maintenant, c'est dans un seul mot dans la paracha. Et vous allez voir comment c'est incroyable. Paro, il dit Hava nitrakmalo. Viens, on va se battre contre les Juifs, pas se battre, nitrakma. On va faire une kunz, on dit en yiddish, une solution raffinée. Mais je sais pas, moi, je vois Paro, je vois pas nitrakma. Paro, c'est l'épée. Paro, c'est les tanks. Paro, c'est le sang des enfants. Ce que j'ai appris jusqu'aujourd'hui. Paro, il dit non, nitrakma, doucement, doucement. Maintenant, pour vous expliquer tout ça, je vais relire cette psukim d'après la chita du Ramban, qui est hallucinante. C'est pas, je n'ai pas cru, quand j'ai lu ce Ramban hier soir, je n'ai pas cru qu'il existait ce Ramban parce que moi, ce Ramban-là, il va m'amener à une conclusion, comme j'ai dit tout à l'heure, très osée et très nouvelle. J'ose même pas la dire, mais en tout cas, Ramban, comment lui, il psukim, c'est incroyable. Ramban va nous faire une démonstration incroyable comme quoi Paro, quand il a décidé de se battre contre la démographie juive, il cherchait la solution des Juifs en Égypte, il a dit Hava nitrakma lo. Paro dit j'ai pas envie de foncer dans le tas. C'est impossible. Pourquoi je pas envie de foncer dans le tas? Pour 3 raisons. Il est déjà écart, j'ai pas envie d'entrer dans les 3 raisons. Grosso modo, Ramban il dit si Paro il rentre dans le tas, il y aura une rébellion égyptienne. Les Juifs étaient aimés par l'Égypte, ils habitaient ensemble, on ne leur reproche rien. Donc Paro, pour les raisons qui lui appartiennent, regardez dans Ramban, il décide de se battre contre les Juifs de manière chacham. Ça veut dire quoi, chacham? Écoutez bien la définition de Ramban. Écoutez bien ce que je veux dire. Ramban, il dit que ce que Paro va faire aux Juifs, c'est des xérotes que les Juifs ne vont même pas s'en rendre compte.
On part de très loin. On part du sang de bébé dans les Midrashim à un pshat qui dit c'est des xérotes qui ont pour but d'arrêter la démographie, mais les Juifs ne souffrent pas, ne se rendent pas compte. Regardez sa lecture, elle est hallucinante. Dit Ramban comme ça. Première étape, la taxe. La taxe, c'est le travail. Dit le Ramban, quand tu mets des taxes dans un pays, on ne peut jamais se plaindre. Pourquoi? Regardez chez nous aussi. La France, il y a beaucoup d'impôts. Qu'est-ce qu'on va te dire? Non, par rapport à ce pays-là, il n'y a pas beaucoup d'impôts. Tout est relatif. Donc, tu ne peux pas dire qu'il y a spécialement beaucoup d'impôts. Il n'y a pas de chiour à ça. Chaque pays décide les impôts. Pas forcément que c'est antisémite, pas forcément que c'est pour les Juifs. Même le boulot, il y a des pays que c'est 35 heures, des pays que c'est 40 heures. Et c'est pas, le fait qu'ils travaillent dur, ce n'est pas forcément contre les Juifs. Dit Ramban, il a fait travailler dur, mais les Juifs n'ont pas senti que c'est contre eux. Peut-être le pouvoir d'achat, les heures de travail en Chine, elles sont beaucoup plus grandes que les heures de travail en France. Ça ne veut pas dire qu'on est anti-chinois. Non. Donc, par haut, il fait travailler les Juifs, mais les Juifs ne sentent pas que c'est difficile. C'est pour ça que ça ne marche pas d'ailleurs. Pourquoi? Parce que Ramban, il dit, tout est relatif. Les taxes et le travail, ce n'est pas forcément visible que par haut, il y a quelque chose contre les Juifs. Et effectivement, ça ne marche pas. Les Juifs ne se rendent même pas compte. Ils travaillent, ils font des enfants. Vient la deuxième étape d'après Ramban. Écoutez bien ce qu'il dit Ramban, c'est un chidouche extraordinaire. Dit Ramban, la deuxième étape, qu'est-ce qu'il dit Paro? Vous prenez les sages-femmes, les garçons, vous les tuez. Dit Ramban, les femmes ne s'en sont même pas rendues compte. Pourquoi? Combien de fausses couches il y a à l'hôpital? Une tonne. Il y a beaucoup de fausses couches, il n'y a pas l'hôpital d'aujourd'hui. Donc, une femme, la sage-femme, elle prend le garçon et elle le jette, qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez, madame, il est mort dans votre ventre, bébé. Et elle ne se rend pas compte que c'est un problème. Et dit Ramban, c'est une zéra que même les mamans ne savaient même pas. Pourquoi? Parce que Paro, il ne voulait pas rentrer dans le tas, il voulait faire ça bechorma. Donc, il a fait une zéra où on prend les bébés, on les jette, et les mamans ne se rendent pas compte, elles ne souffrent pas. Elles rentrent à la maison, qu'est-ce qui se passe? Bah, écoute, bon, Dieu nous en préserve, le bébé n'a pas tenu dans mon ventre. C'est pas quelque chose. On ne sait même pas encore que Paro, il est énervé. Et c'est pour ça que les Juifs ne sont pas déprimés. Ils font Téhilim parce que les bébés meurent trop, il y a une taux de mortalité un peu difficile. Ça énerve. Mais il n'y a pas le sentiment que Paro, il se bat contre les Juifs. C'est raffiné, c'est l'itrachma, c'est invisible. Et ensuite, incroyable le Ramban ici. Ensuite, dit le Ramban dans la troisième zéra que les Juifs ne se rendent pas compte aussi. C'est quoi la troisième zéra d'Avan Itrachma? On prend les garçons, on les jette à l'eau. Dit le Ramban, il n'y a pas eu de zéra du roi qu'on prend les garçons, on jette à l'eau. C'est pas vrai. Il n'y a pas marqué, il n'y a pas de zéra comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans les mots? J'ai pas le temps, c'est dommage, il reste 10 minutes. Dit le Ramban, je vais le lire quand même, parce que c'est incroyable. Quand Paro il dit au peuple, quand Paro fait le décret de jeter les garçons à l'eau, il ne dit pas à ses ministres, il dit les cholamo. Chaque Égyptien, il a pour rôle de jeter un juif dans l'eau. Ça veut dire quoi, chaque Égyptien? Ça veut dire que c'est une crise, une décision populaire. Il a dit à son peuple, écoutez bien, écoutez, je vais dire par cœur, quand vous voyez un garçon juif, mettez-le à l'eau, un bébé. Maintenant, ce n'est pas moi qui vous a dit, Paro. Pas moi qui vous ai dit. Moi, je n'ai rien dit. Dit le Ramban, s'il y a un juif qui se rebelle et il pense que c'est l'Égyptien a jeté son garçon, qui vient au tribunal. Et au tribunal, on jugera et on dira comme ça, dit le Ramban. Est-ce que tu as des témoins, cher juif? Et si le juif, pratiquement, il n'aura pas de témoins, on ne peut rien faire. S'il y a des témoins, dit Ramban, on lui donnera une petite punition. Et comment ça se traduit chez les gens? Ça se traduit que le peuple égyptien, il est méchant, il n'est pas gentil. Mais ce n'est pas Paro. C'est pas Paro. Et qu'est-ce qui se passait? Ramban dit, qu'est-ce qui se passe? Les Égyptiens, ils ont aimé ce rôle. Ils rentraient dans les maisons, ils prenaient des enfants juifs, ils jetaient à l'eau. Mais c'est pas Paro. Les Juifs ne pensaient pas que ça vient de Paro. Ils allaient se plaindre au tribunal encore. Et c'est pour ça, dit Ramban, que la mère de Moshe, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, je ne peux plus cacher mon fils. Pourquoi elle ne veut plus le cacher? Parce qu'il est rentré dans les maisons. C'est le peuple. C'est des hooligans, c'est des cosaques. C'est des pogroms. Mais le pogrom, ça jamais, tu n'accuses pas le roi, tu n'accuses pas le gouvernement, tu accuses des masses. Et au contraire, Paro disait, moi je vais vous sauver des pogroms. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sauver. Venez vous plaindre au tribunal. Et combien de temps ça a duré cette zéra, qui est difficile, c'est sûr. Mais personne n'a pris ça pour antisémitisme d'État. Personne ne pensait que c'est Paro qui s'excite. Et dit Ramban, comme je dis tout à l'heure, ça a duré quelques jours, cette histoire. Quelques jours. Pourquoi? Parce que dès que Moshe il est né,
pas Batia l'a sauvé. Et sûrement, hein, Batia a dit à son père, arrête avec ça, c'est trop cruel. Il a arrêté. Comme ça, il dit Ramban. Ou pourquoi? Ou parce que ça s'est su que Paro il était derrière tout ça, donc il a arrêté tout de suite. Bekitsu, écoutez bien, je vais rajouter un morceau de Ramban, après je vais vous dire ce que je veux dire. Ça. Donc qu'est-ce qu'il dit Ramban ici? Ramban, il dit que les fameuses xérotes, Shiaboud, les moments difficiles des Juifs en Égypte, c'était des moments que même les Juifs n'ont pas remarqués. Vous entendez ce redouche ou pas? C'est quoi la preuve? Une preuve magnifique de Ramban. C'est que la 210e année, à la fin de l'exil, quand Moshe et Aaron vont venir chez Paro, ils vont dire Let my people go, fais sortir les Juifs. Paro va s'exciter, il va faire du mal au peuple juif, il va renforcer le travail. Qu'est-ce qu'ils disent les Juifs? Incroyable. Je ne sais pas ici, quand j'ai écrit. Les Juifs vont dire, à cause de toi, ils vont dire à Moshe, à cause de toi, Paro, il a pris l'épée, il veut nous tuer. La 210e année, c'est la première fois que les Juifs ils disent à Paro, quelques jours, quelques semaines avant les Macotes, ça commence à être difficile. Là. Ils nous ont fait, ça commence à faire mal. Ils veulent nous tuer. Demande au Ramban, mais attends, je ne comprends pas. On l'a tué avant déjà, parce qu'on tuait les bébés. Ils ne sont pas rendus compte. Seulement la dernière année de la Géoula, 210e année, les Juifs ont commencé à dire, oh, à cause de Moshe et Aaron, ça commence à être compliqué. Avant ça, les Juifs ne sont pas rendus compte. Pourquoi? Parce que Paro, il faisait Hava, il traque Malo. Il faisait les choses intelligemment. Ça, c'est ce qu'il dit Ramban. Maintenant, Rabotaï, si ce Ramban, il est vrai, il est vrai. Si on accepte l'idée du Ramban, vous avez bien compris ce qu'il dit Ramban. Alors mon ventre, il brûle, là, c'est pas possible. C'est qu'on fait un constat incroyable. On fait un constat. Un, que les fameux xérotes, les fameux chiaboud, les fameuses années difficiles qu'on fait la Haggadah de Pessah, les Juifs n'ont pas remarqué. Ils n'ont pas souffert. Alors, je vais vous donner des preuves que moi, je pense à ça. Premièrement, seconde. Combien de fois les Juifs ont prié pendant... S'il vous plaît. Je vais te poser une fois la question, combien de fois les Juifs ils ont prié pendant Galot Mitzrayim? Combien de fois il est marqué dans la Torah, et les Juifs, Vaïtzakou el Hashem, ils n'en peuvent plus du travail? 0 fois. La première fois que c'est écrit dans Perek Bet, c'est quand après Moshe va se marier, va revenir de Midian. Ça veut dire des années après toute cette époque-là, Moshe il revient avec l'histoire du Sné. Là-bas, pour la première fois, les Juifs, il dit, Vaïtzakou el Hashem, il crie à Dieu. Pourquoi? Pour le travail. Avant ça, pendant toute l'époque du Shiaboud qu'on a lu maintenant dans Perek Kalef, dans Shemot, les Juifs ne prient pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne souffrent pas. Ou en tout cas, ils ne remarquent pas qu'ils souffrent. Ce qui explique, entre parenthèses, j'explique tout de suite, que les Juifs, quand ils vont sortir d'Égypte, ils se plaignent toujours, qu'est-ce qu'il dit? On languit l'Égypte. Tout le monde pose la question, mais arrête de languir l'Égypte, c'était Auschwitz, l'Égypte. Je pense que d'après Ramban, bien sûr qu'on languit l'Égypte. Il y avait un boulot, on travaillait, on n'a pas senti les tsarotes. Ramban le dit clairement, c'était Raram. Même les femmes, les enfants mouraient, ils ne sentaient pas que c'était. Donc c'est normal que les Juifs disent, ah, oh, Tadaga, on veut revenir en Égypte. Il ne s'est rien passé. Le Shiaboud était, je ne parle pas de la dernière année qui était compliquée après que Moshe Aaron soit intervenu, mais l'essentiel du Shiaboud, c'est-à-dire ces années-là, rien. Ils ne sentent même pas qu'il y a un problème. Alors regardez plus que ça. Ça, c'est des serviteurs, ça. Chaque serviteur qu'on parle en Égypte, quand ils sont sortis d'Égypte, ils étaient millionnaires. Avant même l'histoire des Makotes, quand Moshe dit laisse-nous sortir, et qu'est-ce qu'il dit Paro? Alors laissez vos biens ici, laissez tous vos bétails ici et partez au début. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a plein de biens, plein de bétail, énormément de biens. Alors un serviteur qui travaille dur, mais il est millionnaire. Chaque juif, il avait un compte en banque plein. Ça, c'est difficile, ça. Ça, c'est compliqué. Donc, je répète, et je récapitule cette idée qui est incroyable. D'abord, chaque juif était riche pendant toute la galoute. Et en plus, ils n'ont pas senti le chiabou des Rambani. Et en plus, ils étaient 70 quand ils sont arrivés, 210 ans après 600 000 hommes. Vous vous rendez compte de la démographie qui explose? Il n'y a pas de chiabou de Rabotaï. Il n'y a pas de souffrance. Les enfants naissent, les comptes en banque sont remplis, et les tsarotes, on ne les ressent même pas d'après Ramban. Alors pourquoi on fait Pessah? C'est quoi cette galoute Mitzrayim?
C'est quoi cette galoute? Rabotaï. Je lance cette idée, ça a l'air une idée banale, mais je pense que ça change complètement la galoute d'Israël. Ce Ramban-là, il est incroyable. Si Ramban, il dit ce qu'il dit, ça veut dire qu'on n'a rien ressenti. Alors vous allez me dire tous pourquoi on prie alors? Pourquoi avec pourquoi ils ont prié? Je pense que ça, c'est le secret. Vous savez pourquoi on fête, entre guillemets, Galout Mitzrayim? Quand on mange le maror Pessah, c'est pas parce qu'on a souffert en Égypte. Je me lance dans une idée. Après, je vous invite à me lancer des pierres après par WhatsApp, mais je pense que c'est ça l'idée. On ne fait pas dans le Seder de Pessah le fait qu'on a mis des bébés dans les murs. C'est pas ça, pas du tout. Et c'est quoi le maror? C'est un peu ça, aux gens qu'on a parlé hier, chérie. Le vrai maror de l'Égypte, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas ressenti la galoute, justement. Vous savez pourquoi Pessah, c'est les 4 questions? Parce que pendant la galoute, on n'a pas posé de questions. Pendant des années où on souffrait, on disait tout va bien. C'est ça le maror. C'est tellement beau, regardez dans les psukim. Quand la première fois qu'ils vont prier, Perek Bet, quand Moshe va revenir de Midian, pour la première fois, on va poser une première question. Mais peut-être c'est pas normal ce qu'on vit maintenant. Vaïtzakou el Hashem, vaïanchou ben Israël min avoda, vaïtzakou el Hashem. À ce moment-là, pour la première fois, vaïshma Elohim et Naakatam. Ah, dites-moi que vous ne voulez pas la galoute. Et pendant des décennies, tout allait bien. Vous travaillez dur, il y a des xérotes, et personne ne ressent. Mais Roldor Vador, chaque génération, on est en train de vouloir nous tuer. Et le problème, c'est pas qu'on veut nous tuer, parce qu'on sait qu'on va pas nous tuer. C'est qu'on sent même pas qu'on veut nous tuer. On sent même pas que la galoute, c'est un problème, Rabotaï. Et Geulat Mitzrayim, c'est parce qu'on a ressenti tout d'un coup, après des décennies, peut-être il y a un problème. Et qu'on a ressenti ça, alors on est sorti d'Égypte. Mitzvah Tayom, dans la Gada chez le Pessah, c'est que les enfants posent des questions. On dit aux enfants, c'est pas normal que la situation, elle est comme elle est. Et il faut dire, Manishtana. Pourquoi on n'est pas en Eretz Israël? Pourquoi la galoute, elle est encore là? Pourquoi le Beth Amikdash n'est pas là? Tant que tu ne poses pas Manishtana, ta galoute, elle est insupportable. Et Ramban le prouve, pendant toutes ces années de souffrance, personne n'a remarqué. Et même Dieu n'a pas remarqué. Et toute la Haggadah de Pessah, c'est pour dire, et peut-être il y a un problème, Rabotai. Bon Dieu, c'est pas ça qu'on veut. Oh, tu poses des questions, tu dis Manishtana, alors on peut fêter la matzah et la chérout et Goulat Mitzrayim. C'est ça que j'ai envie de dire. Après, vous allez me poser 1000 questions avec des psukim, il n'y a pas de problème, je suis prêt à. Mais l'idée, c'est ça. J'ai pris ce Ramban et je pense qu'en vérité, le grand broch, on dit en yiddish, le grand galoute de la galoute, c'est qu'on ne sait pas qu'on est en galoute. Voilà, Rabotai, à demain. Incroyable, c'est complètement actuel. Ah, c'est ça. Le stream d'aujourd'hui. C'est magnifique. Inquiétant.